Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious. Bonjour à tous, je vous retrouve pour la vidéo du dimanche. Voici les livres dont nous allons parler. J'ai lu 2 BD et j'ai lu ces quelques romans. Je vais commencer tout de suite par le premier qui est Complot de Nicolas Beuglet. C'est aux éditions Pocket. C'était une de mes lectures en cours. Je vous en avais brièvement parlé la semaine passée parce que je venais de le commencer. Je pense que j'avais lu une centaine de pages et que j'étais vraiment à fond dedans. C'était vraiment une lecture que j'avais hâte de démarrer parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier livre de cet auteur, donc Le Cri. J'avais vraiment beaucoup apprécié le style, l'histoire, enfin la totalité du livre en lui-même, donc j'avais hâte de poursuivre, de retrouver le personnage principal, donc de l'inspectrice Sarah Göringen, et de voir un petit peu la suite. Donc ici on est en Norvège et on va avoir le corps d'une femme qui va être retrouvée sur un genre d'archipel vraiment très isolé, très difficile d'accès. C'est un archipel qui est protégé parce qu'il y a des espèces, il y a une espèce d'oiseau qui y niche, donc c'est un site qui est protégé, il n'y a donc pas de passage, pas de touristes, donc vraiment très isolé. Et cette femme en fait retrouvée n'est pas une inconnue étant donné que c'est la première ministre de la Norvège. Et du coup l'inspectrice Sarah Göringen va être envoyée sur place de toute urgence pour commencer cette enquête. Et sur place elle va découvrir que la première ministre de Norvège en fait a été assassinée d'une façon assez particulière. Je ne vais pas vous en dévoiler plus pour que vous puissiez avoir la surprise dans le cours de votre lecture.
Mais voilà, c'est pas un assassinat classique et Sarah va vite comprendre, donc l'inspecteur Sarah Gurringen va vite comprendre que ce n'est pas un acte isolé. Il y a aussi d'autres personnes qui sont en danger, d'autres personnes qui sont visées. Donc le titre évidemment est bien choisi étant donné qu'on y parle de complot. Je ne vais pas trop insister sur ce côté-là parce que je pense qu'il faut vraiment avoir la découverte au cours de la lecture. En tout cas, moi j'avais vraiment regardé le dos, donc le résumé que je viens de vous faire en diagonale pour vraiment avoir la surprise dans la lecture. Mais j'ai adoré ce roman, il s'est lu super vite. En à peine 2 jours, je l'avais terminé et j'ai pas lu non plus toute la journée, donc ça se lit super vite. Il y a 570 pages environ. Donc voilà, c'est un livre qui est quand même assez épais, mais j'adore vraiment le style de cet auteur. L'histoire, elle démarre dès les premières pages, on n'attend pas et ça nous tient en haleine vraiment jusqu'à la toute fin, jusqu'à la dernière page. Donc c'est vraiment bien, il y a tout le temps une tension, il y a tout le temps un suspense. Il y a des surprises aussi qu'on va avoir jusqu'au bout également, donc ça c'est vraiment très chouette. Donc j'ai beaucoup aimé aussi retrouver le personnage de l'inspectrice Sarah Gurringen et aussi de Christopher, donc, qui est le journaliste qu'on découvre dans le cri, et également Simon, donc le petit garçon de Christopher. Donc avec ce roman, je me suis un peu retrouvée dans le style des livres de Dan Brown parce qu'il y a vraiment un côté historique, un côté où le religieux a une importance, où toute la signification autour des symboles, de la symbolique a une place aussi importante. Donc j'ai vraiment apprécié me retrouver dans cette ambiance, j'ai bien aimé l'univers et du coup j'ai hâte de continuer parce qu'il y a encore un livre où il y a l'inspectrice Sarah Gurringen qui est le personnage principal de l'enquête. Comment est-ce qu'il s'appelle? Je l'ai déjà sorti de ma palle pour le mettre en évidence et pouvoir le reprendre. C'est l'île du diable. Celui-là, l'île du diable, par contre, il est beaucoup plus petit. Je pense qu'il y a 300 pages à peine. Donc, raison de plus pour pas traîner. Il sera lu encore plus rapidement. Alors, à présent, je vais vous parler de La Louve Cathare de Mireille Calmen. On est aux éditions XO ici. C'était également une des lectures qui était en cours la semaine passée et que j'ai terminée. C'était aussi une lecture que j'avais vraiment adoré commencer, qui me faisait de l'œil depuis un bon moment et j'avais vraiment apprécié pouvoir enfin le découvrir. Donc au niveau de l'histoire, nous sommes à Paris, nous sommes à Paris en 1220, 1226, quelque chose comme ça. C'est à peine quelques jours avant le couronnement du roi Louis et on va suivre une jeune fille qui s'appelle Griffonnelle. Griffonnelle, c'est une voleuse professionnelle et elle va assister au meurtre de sa mère. Cet assassinat va être fait par un noble qui s'appelle Amaury de Montfort. Donc c'est une famille puissante qui a pris part, dont la famille a pris part aux croisades et donc qui ont tué des centaines de cathares. Évidemment ici, le livre va tourner autour de la religion cathare, hein, on s'en doute un petit peu quand on voit le titre, mais donc cet homme vient d'assassiner sa mère en pleine rue, donc pas discret du tout le gars, donc c'est vraiment un acte choquant pour Griffonnelle. Cet homme est à la recherche apparemment d'une carte, une carte qu'il a donc réclamée à sa mère et maintenant qu'il va réclamer à Griffonnelle. Mais le souci c'est que Griffonnelle ne sait absolument pas de quoi il parle, donc elle va se sauver. Et cet homme, donc Amaury de Montfort, va la rechercher dans tout Paris. Et nous allons apprendre que la carte mène à une mine d'or. Une mine d'or qui est également convoitée par les proches, donc l'entourage du roi. Donc il y a une double quête, on va dire. Il y a le roi qui était à la recherche de cette mine, mais il y a aussi apparemment cet Amaury de Montfort. Et évidemment, Griffonnelle va devoir se cacher. Elle va aussi découvrir au fil des pages ce que sa mère lui a caché durant toutes ces années au sujet de cette carte, au sujet de cette mine, au sujet de la religion cathare et au sujet aussi apparemment de ses origines. Donc il y a pas mal de secrets qui sont dissimulés dans ce premier tome. Donc j'ai vraiment bien aimé cette lecture. Ça s'est fait assez vite, hein. C'est écrit grand, c'est aéré. Il y a 370 pages, quelque chose comme ça. Je vous avais dit que j'allais le finir très vite et j'ai même foncé parce que hier, hop, j'ai acheté ceci. Donc là, je l'ai pris en livre de poche, mais le tome 2 est sorti en livre de poche. Du coup, pour pas trop traîner avec la suite, je me suis déjà
fourni celui-ci pour pouvoir le continuer incessamment sous peu. C'est vraiment un roman historique comme j'aime. C'est une époque que je connais pas bien, donc j'ai bien aimé me plonger dans cette partie de l'histoire française. Il y a vraiment de tout, hein. Ça bouge, il y a de l'action, il y a des intrigues, il y a des assassinats. Il y a une carte, il y a un trésor, donc vraiment il y a plein d'éléments qui font que le livre est prenant, que l'histoire est intéressante. Le rythme est assez soutenu, je ne me suis pas embêtée, c'est fluide, ça se lit tout seul, c'est des chapitres courts, donc on est bien dans cette lecture du début à la fin. Et la thématique de la religion cathare, elle est abordée évidemment et elle est assez intéressante du coup, parce que justement ça nous permet d'apprendre plein de choses. En tout cas moi j'ai appris pas mal de choses à la lecture de ce roman, étant donné que cette époque 1220-26, je connais très peu au niveau de l'histoire française. Donc voilà, j'ai bien aimé cette histoire et j'ai évidemment, comme vous vous en doutez, vu que j'ai acheté le tome 2, hâte de poursuivre ma lecture. Je poursuis avec un livre jeunesse qui est celui-ci, qui est vraiment super beau. Je trouve qu'il est magnifique. Il y a des illustrations dedans aussi, donc c'est agréable. Je vais essayer de vous en trouver une ou deux. Enfin, il y en a une à chaque début de chapitre, mais je vais vous trouver une qui fait une page entière, évidemment. Voilà. Des illustrations comme ça en noir et blanc. Celui-ci, c'est Le Gardien des Secrets, donc c'est de Pocket Jeunesse et c'est écrit par Trenton Lee Stewart. C'est un premier tome, en tout cas il y a déjà le tome 2 qui est sorti. Et au niveau de cette histoire, j'avais hâte de le commencer, j'avoue, ça m'intriguait. C'est un livre que j'ai pu avoir via Vinted, donc il m'a vraiment pas coûté cher. C'est une bonne surprise. Et dans cette histoire, on va suivre Ruben, donc il y a un jeune garçon qui est très solitaire, il a une dizaine d'années. Et au lieu d'aller à l'école, il préfère vraiment se balader, un peu explorer la ville de Nouvelle-Ombrie. Et un beau jour, au cours de ces petites escapades, il va se retrouver dans une situation difficile et il va découvrir un curieux objet qui est vraiment caché, camouflé au sommet d'un immeuble. Et cet objet particulier, c'est en fait une montre assez particulière, apparemment très ancienne. Et il va constater que cette montre permet de devenir invisible. Donc évidemment le souci c'est que comme cet objet est particulier, comme cet objet a un petit aspect magique, évidemment il est convoité. Il est convoité par quelqu'un de très dangereux et Ruben va devoir être extrêmement prudent pour pouvoir cacher cette montre évidemment, pour pas se mettre en danger lui-même et pour pas mettre en danger sa mère qu'il élève seule et qui a apparemment des soucis financiers. Donc Ruben va devoir vraiment faire très attention et ses pas vont le mener à Penny qui est une jeune fille qui appartient à une grande famille qui cache un secret familial qui est caché depuis des décennies. Évidemment, ce secret tourne autour, vous vous en doutez, de cette montre, de cet objet particulier, un peu magique. Et donc voilà, ces deux personnages vont être amenés à se rencontrer et je n'en dis pas plus pour le résumer. Je pense que j'en ai dit suffisamment pour vous donner envie ou non de lire ce livre. Donc c'était vraiment une chouette lecture, je l'ai lu de nouveau assez vite. Après c'est de la jeunesse, hein, donc vous savez bien, c'est des grands formats, c'est écrit aéré. Il y a combien de pages? Il y en a plus ou moins 300. Il y a un petit 300 pages, mais en plus comme il y a des illustrations dans le courant de la lecture, ben voilà, ça va. Il y en a encore une ici par exemple, ça prend toute la page. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un premier tome et franchement, moi, la fin, elle m'a surprise. Je vous conseille, si vous avez envie de vous lancer, de peut-être prévoir le tome 2 sous la main parce que franchement, la fin ici nous laisse vraiment sur notre faim, c'est le cas de le dire. Il n'y a pas moyen de se dire, ah ben j'ai lu le premier tome et voilà, je m'arrête ici. Ça permet de donner plus ou moins une fin, même si je sais qu'il y a une suite qui se profile. Ça, c'est pas possible, c'est absolument pas possible. Je vais pas trop vous en dire, mais ça nous coupe en plein milieu et ben, c'est juste pas possible de rester sur ce livre. Il faut continuer avec la suite
absolument, vous verrez en le lisant. Mais donc voilà, pour pas avoir de mauvaises surprises, peut-être prévoir le tome 2 du coup. Moi je l'ai commandé, je l'ai trouvé sur Vinted également, donc il devrait arriver bientôt pour pouvoir poursuivre. Mais j'ai vraiment bien aimé cette lecture, c'est le sujet, le thème est original, avec cette montre qui donne le pouvoir de devenir invisible. La lecture elle est fluide, nous avons une quête, de nouveau on a un objet magique, on a des secrets tout autour, on a également du danger. Donc tous les éléments sont vraiment réunis pour passer un agréable moment avec ce livre. De nouveau, c'est un livre jeunesse, donc si vous n'aimez pas ce style, si vous avez l'habitude de lecture un peu plus profonde ou autre, peut-être pas aller vers ce genre de lecture, même si c'est extrêmement bien fait, je trouve, pour un livre jeunesse. C'est structuré, il n'y a pas d'éléments manquants, franchement c'est bien abouti jusqu'au bout. Ça aboutit jusqu'au bout. C'est bien abouti, c'est vraiment bien travaillé. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette petite histoire. Me trouver avec Ruben et sa montre magique. Les illustrations en noir et blanc, c'est sympa, ça rythme la lecture. Donc franchement, j'ai hâte de pouvoir lire la suite et découvrir ce qui se passe. Dernier roman lu, après on passera au BD. C'est celui-ci, c'est Les 7 morts de Stella Fortuna. C'est écrit par Juliette Graham, ou Grimes, je ne sais pas, de Pocket. C'était également une de mes lectures en cours de la semaine passée. Je vous en avais parlé un petit peu. J'ai pu terminer et j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. On va donc suivre le personnage de Stella Fortuna. Ça veut dire bonne étoile. Donc nous sommes en Italie, on est dans les années 1920 et on suit cette famille Fortuna. Plus précisément, le personnage de Stella. Stella qui est une jeune fille qui a un caractère assez affirmé depuis qu'elle est enfant et elle refuse. Donc elle a décidé qu'elle ne se mariera jamais. Donc elle refuse d'apprendre à cuisiner et elle reste bloquée sur cette idée de refuser le mariage, ce qui est évidemment quelque chose d'étonnant à cette époque. Et cette petite Stella, en plus de ses idées bien affirmées, elle manque de mourir plusieurs fois dans le cours de sa vie. Donc elle va avoir des accidents très graves évidemment. Donc par exemple, elle va avoir des brûlures à cause d'une aubergine. Elle va manquer de périr noyée, elle va être attaquée et éventrée par des cochons. Enfin, elle va vraiment avoir des accidents extrêmement graves où elle va manquer de perdre la vie, mais à chaque fois, elle va s'en remettre, d'où les 7 ou 8 morts de Stella Fortuna. Cela dépend évidemment, 7 ou 8, vous le comprendrez dans le courant de la lecture, parce qu'il y en a une qui peut être prise comme une possible mort ou pas. Donc elle passe son enfance en Calabre, en Italie, dans les années 1120. Et elle passe avec sa famille, donc quand je dis sa famille, c'est plus sa mère et sa petite sœur. Elle va passer toute son enfance dans son village en Italie, son petit village en Italie, dans un environnement plutôt féminin, étant donné que son père, elle le connaît très peu. Il est parti à la guerre. Ensuite, quand il est revenu, il faisait que seulement des passages à la maison. À un moment donné, quand il y a eu toutes les phases d'émigration, son père est parti aux États-Unis pour travailler. Et à un moment donné, quand Stella et sa famille grandissent, quand la famille s'agrandit aussi, le père va décider de les faire venir aux États-Unis. Donc on va suivre vraiment cette famille qui quitte son pays pour démarrer une nouvelle vie aux États-Unis. Et on va voir un peu comment leur vie se passe là-bas. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, vraiment beaucoup. L'histoire de Stella m'a vraiment touchée. L'histoire de sa mère aussi, parce qu'on passe un petit moment sur l'histoire de sa maman. La condition de la femme à cette époque est aussi très différente. C'était dans les années 20, donc on va dire que c'était il y a 100 ans. 100 ans, c'est pas grand-chose. Et à ce moment-là, les conditions de vie des femmes étaient vraiment très difficiles. En gros,
elle servait simplement à être mariée, à faire à manger et à avoir des enfants. L'homme décidait de tout. C'est l'homme qui vraiment avait une emprise sur la femme. Les conditions de vie étaient vraiment très difficiles. Il y a des scènes qui sont assez choquantes, je trouve, au cours de cette lecture. Mais bon, c'est nécessaire aussi parce que voilà, c'était comme ça que cela se passait à cette époque. Donc c'est toujours important de ne pas cacher les choses. Donc voilà, on va vraiment apprendre plein de choses dans ce livre au niveau de la vie à cette époque, aussi au niveau de l'immigration. C'est vraiment bien écrit, c'est vraiment bien expliqué. On est vraiment plongé dans la vie de cette famille, de ses difficultés aussi. Et on va suivre évidemment le personnage de Stella qui est tellement particulier parce qu'elle a ses convictions et elle va vraiment repousser cette idée de mariage. Elle est vraiment contre cette idée de se marier et elle va vraiment tout faire pour garder cette liberté qu'elle a de ne pas être une femme mariée. On va voir les difficultés aussi qu'elle va devoir subir parce que évidemment ça ne se faisait pas à cette époque hein, et tout le monde trouve ça plus qu'étrange hein. Évidemment il y a même les femmes, hein, même sa mère, même sa sœur ne la comprennent absolument pas parce que pour elle, même si on n'a pas un mariage spécialement heureux, il faut se marier, il faut avoir des enfants. Donc le fait que Stella refuse complètement cette vision de la vie, ça choque en fait sa famille. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. La lecture est vraiment très fluide parce que le livre est épais, hein. C'est un livre qui fait 660 pages, quelque chose comme ça. Mais franchement, ça se lit vraiment tout seul. Il se passe des choses tout du long. Il y a peut-être un petit moment où j'ai trouvé que c'était un petit peu long. C'était vraiment à la fin, quelques pages avant la fin. Là, j'ai trouvé qu'il y avait peut-être quelques longueurs. On va aussi s'intéresser aux autres membres de la famille, évidemment, parce que Stella... en plus de sa sœur, va avoir d'autres frères par la suite. Il y aura aussi d'autres enfants dans la famille par la suite et on va vraiment accompagner Stella durant toute sa vie qui sera jalonnée d'accidents mortels. Il va aussi y avoir la question de savoir pourquoi Stella passe par autant d'accidents, qu'elle manque de mourir aussi souvent. C'est inhabituel évidemment dans une vie pour n'importe qui. Donc il y a aussi un petit côté mauvais œil, un petit aspect en rapport avec des fantômes. Je ne vais pas trop vous en dévoiler ici, vous verrez bien. Donc cet aspect ne m'a pas dérangé et c'est un aspect qui passe bien dans la lecture. C'est vraiment une histoire que j'ai trouvée touchante. C'est vraiment addictif parce que moi j'ai commencé, j'ai terminé et je voulais en plus ne pas aller trop vite parce que vraiment j'appréciais cette lecture, j'étais bien dedans. C'est vraiment bien fait, c'est vraiment une histoire très intéressante, on apprend plein de choses sur la façon de vivre à cette époque, sur les petits villages, sur l'immigration, sur la condition de la femme, sur les relations entre les membres de cette famille aussi. Enfin, il y a des secrets de famille également dedans, il y a vraiment de tout. C'est vraiment super bien mixé, donc c'est un peu style saga familiale. Donc c'est vraiment ici une histoire de famille et j'ai vraiment adoré cette lecture. Franchement, je vous conseille parce que ça apporte énormément de choses et c'est extrêmement bien fait. En tout cas, moi, j'ai adoré cette lecture. On va passer ensuite aux BD. J'en ai lu 2. Alors, il y a d'abord celle-ci, donc qui est 5 avril, le tome 1, L'héritier de Davichi. C'est aux éditions Dupuis. Je l'ai acheté hier ou avant-hier, quelque chose comme ça. Ça faisait un petit moment que je le voyais et que j'avais hésité à le prendre. Et là, j'ai craqué. Alors, j'aime beaucoup les planches. Donc, évidemment, on est ambiance Da Vinci. Donc, quand on ouvre, on a ceci. C'est ce style de dessin. Hop. Voici. Alors, pour l'histoire, une femme mystérieuse va déposer un bébé aux portes du château qui s'appelle le Clos Lucé.
Et le seul bien de ce bébé, donc c'est vraiment un nouveau-né, c'est un collier évidemment en or, hein, donc on voit que ce bébé apparemment n'est pas que sa famille en tout cas n'est pas sans ressources, et il va porter le nom de 5 avril étant donné que c'est le jour où il est né. On va évidemment au fur et à mesure des années l'appeler simplement Avril, et il va grandir dans ce château entouré des cuisinières. Ce sont elles qui vont vraiment prendre soin de lui et l'éduquer. Et il va devenir l'élève d'un homme, un homme qui séjourne également dans ce château, et cet homme c'est pas n'importe qui étant donné qu'il s'appelle Léonard de Vinci. Donc il va le prendre un petit peu sous son aile et il va vraiment lui enseigner tout ce qu'il sait. Donc il va lui apprendre évidemment pas mal de secrets, et à la mort de Léonard de Vinci, il va lui laisser une carte mystérieuse avec toute une symbolique, enfin avec plein de symboles dessus. Et apparemment cette carte évidemment, ça fait un petit peu un parallèle avec les autres lectures que j'ai faites. De nouveau, il y a un objet particulier qui est convoité par plein de personnes puissantes, mais en gros c'est ça aussi. Donc cette carte est apparemment convoitée parce qu'elle détient plein de secrets, et il va également apprendre, donc Avril va apprendre qu'il peut changer l'histoire, parce qu'apparemment tout le mystère qui tourne autour de sa naissance est un mystère et un secret assez important. Donc il va essayer de déchiffrer cette carte que son maître lui a laissée, étant donné qu'il y a une bonne raison à cela évidemment. Et en plus, il va essayer de découvrir le secret, la vérité sur ses origines. Et évidemment, à mon avis, on va avoir pas mal de surprises à ce niveau-là. Ça, c'est en ce qui concerne le premier tome. J'ai vu qu'il y a un second tome apparaître qui s'appellera Le Roi Assassin. Je ne sais pas quand ça va sortir. Celui-ci vient de sortir, donc à mon avis, il faudra un petit peu de patience. Mais en tout cas, j'ai bien apprécié ce premier tome. J'ai beaucoup aimé les dessins, les illustrations. La période aussi dont on parle est assez intéressante, et le contexte également. La BD elle est pleine de secrets, il y a des intrigues de pouvoir, c'est agréable. J'ai bien aimé suivre aussi le personnage de Avril, qui est un jeune homme qui est évidemment intelligent, qui a suivi sa formation avec Léonard de Vinci. Donc on va aussi avoir des petites informations sur les inventions que Léonard de Vinci a faites dans le courant au fil de la lecture. Donc ça c'est sympa, ça apprend pas mal de choses. Donc Avril c'est un jeune homme agréable, il est intelligent, il est courageux, et il tente, en tout cas dans ce premier tome, il tente d'un petit peu découvrir tout ce qui se passe autour de cette carte, et également de découvrir qui il est, quels sont ses parents, pourquoi est-ce qu'il a été abandonné à sa naissance. On n'en apprend pas énormément de choses, évidemment c'est un premier tome, mais ça nous laisse pas mal d'éléments pour pouvoir apprécier cette lecture, ce premier tome. Donc moi j'ai bien aimé, et je poursuivrai en tout cas cette BD. J'attendrai la sortie du second tome, Le Roi Assassin. Et j'ai également lu autre chose, c'est également une toute nouvelle BD que j'ai achetée en même temps que celui-ci, c'est Le Manoir, Liam et la carte d'éternité. C'est aux éditions Bande d'Ados, et apparemment je ne savais pas, mais c'est en faisant la lecture, enfin c'est vrai que Le Manoir ça me disait quelque chose mais sans plus, et en fait apparemment cette BD est tirée de ces livres ici, hop, que vous avez sans doute vu passer. Je ne les ai pas lus en livre, je les ai vus plein de fois, vraiment plein de fois, et j'ai souvent hésité à commencer, mais je sais pas, il y a toujours quelque chose qui me retenait. Donc du coup c'est un curieux hasard, le hasard fait bien les choses, étant donné que sans vraiment en avoir l'intention, j'ai acheté cette BD qui en fait traite de ces romans. Du coup je vais quand même découvrir, mais d'une façon différente, et franchement j'aime beaucoup la BD, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette BD. Cette histoire, elle est vraiment, c'est vraiment très très bien fait, donc je me dis que c'est encore mieux d'avoir attendu et d'être tombé en fait sur la BD. Donc on va suivre le personnage de Liam qui a eu une longue maladie, donc qui a eu un cancer, très gravement malade, et il est envoyé pour sa convalescence par ses parents apparemment dans un manoir. Et dans ce manoir, c'est un manoir assez particulier, assez inquiétant. C'est vraiment très très grand, c'est très spacieux, c'est assez lugubre. On lui apprend qu'il n'y a pas d'électricité, qu'il n'y a pas tout le confort, qu'il n'y a pas de wifi.
Et apparemment, les autres pensionnaires de ce manoir sont extrêmement, mais extrêmement bizarres et très très étranges. Autant les uns que les autres, apparemment, quand Liam arrive dans le manoir et qu'il rencontre un peu les différents pensionnaires, il a l'impression en fait qu'il est arrivé dans un asile parce que les gens sont habillés de façon particulière. Donc, par exemple, on dirait que c'est un peu carnaval, donc ils sont habillés selon différentes époques. Donc c'est un peu bizarre, il déboule là-dedans et il voit qu'il y a pas mal de choses étranges. La seule personne qui a l'air saine d'esprit, c'est le directeur apparemment de ce manoir, de cette institution. Et Liam, ben, il n'a qu'une seule idée, c'est de s'enfuir au plus vite et retrouver sa famille. Donc voilà, ça c'est pour l'histoire. Au niveau des planches, on est sur ce style de dessin. On va rester sur ce style de couleur assez foncé. Voilà, c'est pas le dessin que je préfère, mais honnêtement, ça m'a pas du tout dérangé dans le courant de lecture parce que je vous dis, j'ai vraiment beaucoup aimé cette BD, j'ai beaucoup aimé cette histoire, donc je suis vraiment ravie d'avoir pu la découvrir. La qualité est vraiment très bonne, les pages sont super épaisses. On dirait qu'il est énorme le livre, enfin vous voyez ici, il a l'air super épais, mais en fait il y a que, entre guillemets bien sûr, entre guillemets, il y a seulement 84 pages. Donc moi quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, à mon avis je vais mettre un petit temps avant de le lire. J'ai pris mon temps bien sûr parce que le but était de savourer cette lecture et c'est ce que j'ai fait, j'ai passé un super bon moment. C'est super intriguant, l'ambiance elle est un peu lugubre comme ça, elle est mystérieuse, enfin, on apprend pas mal de choses, les pensionnaires ils sont complètement loufoques, on dirait qu'ils appartiennent à différentes époques, donc c'est sympa dans le sens mystérieux et plein de secrets. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Donc ça c'est indiqué comme étant la première partie, étant donné qu'il y a pas mal de romans qui sont sortis. Je vous avais montré combien est-ce qu'il y en a. Il y a 2 saisons, donc la saison 1, la saison 2, et il y a 3, 6 apparemment livres pour chaque saison. Donc à mon avis, il y aura pas mal de BD qui vont suivre et j'ai hâte qu'elles arrivent parce que franchement, je trouve cette ambiance vraiment très chouette. Enfin, je suis très contente de l'avoir découvert tout à fait par hasard. Donc voilà, bonne découverte. Je poursuivrai. Voilà, on a fait le tour de mes lectures de la semaine. Je vais rapidement vous parler des lectures que je suis en train de faire. Alors, il y a ceci. Je vous parle d'abord de celui-ci. Qui est le Murder Club du jeudi, qui est une de mes lectures en cours. J'avais envie de revenir à un petit Cozy Mystery. Je vois que c'est le prix des lecteurs sélection 2022. C'est paru aux éditions Le Livre de Poche, écrit par Richard Osman. Je suis à quoi, 180 pages sur 500 quelque chose, 530, 40, on va dire 540. Ça se passe bien, franchement ça se passe bien, c'est fluide, c'est des petits chapitres, mais il n'y a pas un suspense de dingue qui fait qu'on n'arrive pas à le lâcher. Donc c'est un petit livre confortable. Je pense qu'il y a déjà le tome 2 qui est sorti en grand format le jeudi suivant. Ouais, on voit ici à l'arrière, hop. Donc pour l'instant je sais pas trop, c'est chouette sans être un truc de fou, sans être un Cozy Mystery où j'ai absolument envie de le terminer dans la journée. Donc ici j'y reviens de temps en temps, régulièrement, j'avance un petit peu. Au niveau de l'histoire, on va suivre des pensionnés en fait, donc des personnes âgées qui sont 4. Il y a Elisabeth, il y a Joyce, il y a Ibrahim et il y a Ron je crois, qui ont presque 80 ans ou qui ont 80 ans, ça je ne sais pas trop, et apparemment ils vivent dans un genre de maison de retraite mais cosy, donc oui, ils ont vraiment tout le confort, c'est assez luxueux, et leur passe-temps en fait c'est de
se lancer dans des affaires policières, des vieilles affaires de meurtre et essayer de découvrir le fin mot. Donc c'est des histoires qui apparemment n'ont pas été résolues, c'est ça le mot que je cherchais, qui n'ont pas été résolues. Et du coup, ils tentent de faire le travail de la police jusqu'au jour où il y a un meurtre qui se passe juste à côté de chez eux, on peut dire. Il y a un homme qui s'appelle Tony Curran, qui était un associé du directeur qui tient la maison de retraite où ils séjournent, où ils vivent. Et cet homme a été retrouvé assassiné dans sa cuisine. Et là, évidemment, bon plan pour eux. Hein. Là, ils ont une enquête toute fraîche et ils vont se lancer dans cette enquête pour aider la police à trouver au plus vite l'assassin. Donc ça, c'est un peu l'histoire. Et voilà, ça démarre tranquille. On passe pas mal de temps avec ces 4 personnages, ces 4 pensionnés. C'est pas dérangeant, mais voilà, c'est une lecture sympathique, mais il n'y a pas un suspense de fou. On n'est pas accroché aux pages. Mais voilà, ça ne me dérange pas. Je verrai bien, je continue un petit peu plus et je vous en parlerai sans doute davantage la semaine prochaine. Alors, ensuite, j'ai vraiment démarré celui-ci, qui est L'homme qui aimait trop les livres. C'est aux éditions Pocket, c'est écrit par Alison Hoover Bartlett. C'est un livre qui me faisait envie depuis un petit moment et je l'avais aussi trouvé sur Vinted super état pour quasiment rien du tout. Donc j'avais envie de le découvrir, je me suis lancée et j'ai eu la surprise, en fait c'est un livre super fin. Ce qui n'est pas grave, hein, il s'ira encore plus vite, mais du coup il fait à peine 250 pages et je l'ai mis dans mes lectures en cours parce que j'avais envie de le découvrir. J'ai lu seulement le prologue, donc je ne vais pas pouvoir vous en parler ici, mais voilà, je vais continuer dans le courant de la semaine et je vous en parlerai davantage la semaine prochaine. Mais en tout cas, c'est un titre... J'ai un petit chat dans la gorge. C'est un titre qui m'intéresse, qui attise ma curiosité. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir. Alors, en grand format, j'ai pris celui-ci qui me faisait envie depuis un moment. Le livre est vraiment super beau. On a une page comme ça, tout en transparence pour cacher ceci, qui est la première page. C'est vraiment magnifique. Et donc c'est The Corpse Queen, on est aux éditions Phibbs. C'est la première fois que je vois ces éditions. Oui, apparemment ce sera rattaché à Bragelonne Castlemore, Bragelonne pour la traduction. Donc j'ai commencé, je suis pas très loin, je suis au chapitre 5, j'ai lu 50 pages. Je l'ai commencé seulement hier, hein, ce qui explique pourquoi il y a 50 pages. Il y a 460 et des pages. Franchement, pour l'instant, j'aime bien ce que je lis. Ça m'avait intriguée énormément. Surtout qu'ici, il est noté délicieusement macabre. Et à mon avis, ça va tourner autour de ceci. Au niveau du résumé, je peux vous le lire hein, parce que je ne suis vraiment pas avancée dans ma lecture. Donc, alors que sa meilleure amie Kitty vient de mourir dans des circonstances mystérieuses, Molly Green, orpheline de 17 ans, découvre l'existence d'une tante dont elle ne sait rien. Richissime, Ava est disposée à prendre la jeune fille sous son aile, à condition qu'elle soit prête à en payer le prix, car Ava a bâti sa fortune en vendant des dépouilles à des étudiants en médecine. Et elle veut que Molly l'aide à se procurer les corps. Or, à Philadelphie, dans les années 1850, une jeune fille non mariée n'a que peu de perspectives. De plus, Molly est bien décidée à remonter la trace de l'étudiant qu'elle pense être l'assassin de Kitty. Elle accepte donc et découvre son nouveau métier et surtout les leçons d'anatomie du docteur Laval qui vont la fasciner. Mais à cette époque, aucune femme n'est censée étudier pour devenir chirurgienne. Alors qu'un meurtrier sévit en ville et que la mort de Kitty reste impunie, la poursuite du savoir devient pour Molly une danse mortelle. Donc voilà, moi ça m'a vraiment intriguée et ici j'en suis simplement où Molly vient de découvrir en fait son amie Kitty qui a été apparemment retrouvée morte. Effectivement, elle quitte l'orphelinat parce qu'elle apprend qu'apparemment elle a une tante qui vient de la convoquer. Donc elle se rend en fait auprès de cette tante et elle constate effectivement que cette tante est assez
assez spécial, qu'il y a un truc de louche qui se passe. Donc voilà, au niveau de l'histoire, ça m'intéresse énormément. Le livre est super beau, j'espère que je vais passer un chouette moment avec Molly. Et dernière chose que je suis en train de lire, c'est celui-ci, c'est Blackwater, le tome 3, donc La Maison. J'ai lu le tome 1 et le 2, je vous en avais déjà parlé et j'ai pas pu résister. J'ai commencé le tome 3 et ça se lit mais trop vite. Je suis déjà ici quasiment à la moitié et je lis mais vraiment super lentement. Parce que, figurez-vous que j'ai le tome 3, le tome 4, le tome 5, parce que je les ai achetés à chacune de leurs sorties. Et je m'étais décidée à les lire la semaine passée parce que justement j'avais déjà jusqu'au tome 5, étant donné que ce sont des livres qui se lisent mais extrêmement vite parce qu'ils sont petits, parce qu'ils sont courts et parce que moi j'aime bien l'histoire, je suis bien dedans, donc ça se lit rapidement. Mais du coup, la semaine passée, je pense, devait sortir le tome 6 et je l'ai cherché un peu partout et je ne l'avais pas trouvé. Et apparemment, on m'a appris que le 6e tome, sa sortie avait été repoussée en Belgique. Donc, il ne nous parviendra que dans 2 semaines, aux alentours du 13 ou du 15, quelque chose comme ça, juillet. Donc du coup je vais vraiment me limiter. Alors ok, j'ai encore le 4 et le 5 à lire, bien évidemment, mais j'ai vraiment envie d'avoir le 6 sous la main pour pouvoir finaliser, clôturer cette saga. J'aime vraiment toujours autant. Ici je suis presque à la moitié, je ne vais pas vous en dire beaucoup vu qu'on est dans un tome 3, mais ici en tout cas on va continuer à suivre la famille Casquet et ça va davantage apparemment se consacrer aux personnages de Myriam et de France. Donc je vous dis pas plus si vous n'avez pas encore débuté la saga, mais on va apparemment passer du temps avec d'autres personnages, donc ça c'est assez chouette aussi parce qu'au fil des livres apparemment on apprend davantage sur d'autres personnages et on ne tourne pas toujours autour des mêmes. Donc voilà, je vais poursuivre ceci, j'espère pas aller trop vite. Je vais essayer, en tout cas il est vraiment magnifique hein, aussi, enfin, ces livres ils sont d'une beauté, c'est incroyable. J'ai mis mon tout beau marque-page Harry Potter pour le lire et voilà, il sera lu évidemment d'ici la semaine prochaine hein, mais je vais essayer du coup de me limiter pour le 4 et le 5. Donc voilà, je vous en parlerai davantage la semaine prochaine. Et voilà, c'est tout pour mes lectures en cours terminées. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, n'hésitez pas à laisser des petits pouces. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que ça vous a donné des idées de lecture. Je vous souhaite un excellent week-end, prenez soin de vous, que tout se passe bien et à très bientôt.